On en a quelques-unes, nous, sur notre blog, si vous cherchez. Des photos de temps pourri. Ah oui, oui, parce que par chez nous, c'est souvent du temps pas très joli. Donc, comme ils en prennent beaucoup, c'est vrai que souvent on en a. Philippe, tu t'approches? Vas-y. Allez, on va continuer. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce roman? Alors, pour écrire le premier tome du Prince des Nuages, j'ai mis à peu près 1 an et demi. En fait, vu que c'était pas ma spécialité, pendant à peu près 1 an, j'ai travaillé sur les nuages pour essayer de comprendre comment marchait le ciel et tout ça. Et après, je me suis mis à écrire. Au début, j'ai suivi des cours sur le climat, j'ai un peu repris des livres d'université qui permettaient de comprendre comment fonctionne le ciel. Et c'est après avoir fait toute cette recherche-là que je me suis lancé. Et du coup, au final, ça a pris à peu près 1 an et demi. Ah oui, quand même. Et que pour le premier tome ou pour la trilogie Non, pour le premier tome. Pour le deuxième tome, j'ai mis beaucoup plus longtemps. J'ai mis presque 3 ans. Et pour le troisième, en revanche, j'ai mis 6 mois. Ah oui. Peut-être que je deviens meilleur. Ça va fini. Ouais, peut-être. On va dire ça comme ça. Ah, les trois sont très bons, mais après... Linda, bah justement, ça tombe bien, je crois qu'il y a une question qui va correspondre. J'ai peur d'avoir la réponse, mais tant pis. Est-ce que vous pensez écrire un tome 4 du Prince des Nuages? Alors non, je ne vais pas écrire le tome 4 tout de suite. J'en écrirai un dans quelques années, mais là je suis parti sur d'autres histoires en attendant. Ah. Et la prochaine histoire, ça va être un livre qui sera peut-être un petit peu compliqué pour vous pour l'instant, parce que c'est pas un roman, c'est une sorte d'essai sur l'espace, sur l'univers, tout ça, c'est plus pour votre professeur. Mais après, je me remettrai à écrire des romans d'aventure pour la jeunesse. Mais là, je suis en train d'écrire un livre pour les adultes. D'accord. Alida, tu peux te poser tes questions? T'es pas trop déçu, j'espère. Ah si, j'ai l'impression que si quand même. Vas-y Alida, bien fort. Avez-vous pensé à écrire une autre série qui s'appellerait Le Prince des Nuages? Parce que nous, avec mon maître, on envisage de le faire. Le Prince des Nuages. Elle m'a tout entendu. En fait, elle vous demande si vous avez envisagé d'écrire une série parallèle qui s'appellerait Le Prince de la Terre. Ah. Parce que nous, on a commencé déjà à y réfléchir. Ah bah vous pouvez le faire. Oui, voilà, on a commencé à y réfléchir, c'est pour ça si on voulait savoir si c'était dans votre idée d'y travailler dessus. Vous avez lu combien de tomes? Ah, que le premier. Parce que figure-toi que dans le tome 3, il y a un personnage qui s'appelle le Prince de la Terre. Tout à fait, c'est ce que je leur ai dit, et du coup, ça correspondait avec ce qu'ils avaient envie de faire, donc je pense qu'on va sûrement y travailler dessus. Bah, peut-être que vous pouvez faire un préquel, comme ils disent en anglais. Un livre qui se passe avant le Prince des Nuages. Parce que l'histoire du Prince de la Terre, elle se passe avant celle du Prince des Nuages. D'accord. Bah, écoutez, si on avance bien, on vous enverra tout ça, vous nous direz ce que vous en pensez. Bah, avec plaisir. Marine. Avez-vous fait d'autres livres et lesquels? Alors, vu que c'est très pixelisé, je vois pas qui m'a posé la question. Va vers la webcam. Tu peux lever la main? Ah ben. En fait, je vous vois un petit peu comme des Lego. C'est d'actualité, il paraît qu'il y a un film là-dessus. Ouais. Avez-vous fait d'autres livres et lesquels? Encore, pardon? Avez-vous fait d'autres livres et lesquels? Ah, alors avant, oui, j'en ai coécrit un autre avec mon ancien professeur qui s'appelle Georges et les secrets de l'univers. Et puis, c'est tout. Au final, j'ai écrit 3 livres tout seul, un livre que j'ai coécrit avec mon ancien professeur, et puis maintenant j'attaque mon 4e livre à moi. Ça fait pas beaucoup, mais j'ai commencé assez tard, hein. J'ai commencé vers 30 ans et quelques, un peu plus. Vas-y Yassine, tu vas te mettre là-bas, tu vas la poser. Ouais. Allez, hop. Avez-vous des idées pour une autre série? Oui, j'en ai une. Mais si tu veux que je te la dise, je te dirai
dirai pas. Ah. Le suspense, il faut garder le suspense. Au cas où quelqu'un prendrait la prochaine série, je vais la commencer dans 1 an. À l'écrire. Du coup, elle sera en librairie dans 2 ans, probablement, pas avant. D'accord. Mais vu que c'est pour un petit peu plus grand, vous aurez pile le bon âge. Ah, bah, parfait. Oui, vous allez évoluer en même temps. Très bien. J'ai 2 petites questions que je rajoute, c'est à peu près le bon moment. Toujours pareil, ça vient de ma fille. Donc à la base, vous êtes scientifique, je crois que vous avez répondu tout à l'heure, pourquoi vous avez décidé d'écrire des livres pour les jeunes? C'était plus pour vulgariser un petit peu tout ce qui était scientifique, c'est ça, si j'ai bien compris? Mais est-ce que c'est ce que vous vouliez toujours faire depuis que vous étiez petit? Tout petit, j'avais aucune idée, mais j'ai toujours bien aimé la science. J'ai toujours bien aimé l'idée que dans notre tête, on peut voyager jusqu'à l'autre bout de l'univers, qu'on peut réussir à voir des choses que personne n'a jamais vues avant nous, et que tout ça, ça correspond à l'histoire de notre monde tel que les scientifiques le connaissent aujourd'hui. Du coup, entre l'imaginaire d'un scientifique qui essaie de découvrir le monde et l'imaginaire un peu de quelqu'un qui veut essayer de raconter les histoires, c'est pas très différent, je trouve. Et quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout parti pour écrire des livres, mais j'aime bien cette idée d'imaginaire, de découverte du monde qui nous entoure. D'accord. Et ça, j'ai toujours aimé. J'avais une dernière question par rapport à ça. Est-ce que vous feriez un parallèle entre votre trilogie et Le Petit Prince? Alors, d'une certaine manière, en gros, non, hein, ce serait un peu prétentieux de ma part. Oui, mais non, il y a pas forcément. une chose que j'ai apprise dans Le Petit Prince, et que j'essaye de transmettre aussi, qui est que... Vous l'avez tous lu, Le Petit Prince? Oui. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un renard dedans? Oui. Et au début, le renard, il est sauvage. Et quand il est sauvage, le renard, eh ben, on s'en fiche un peu. Si on croise un renard comme ça dans la campagne, entre les arbres, on va dire « Oh, il y a un renard, c'est joli !» Mais une fois qu'il est parti, on s'en fiche un peu. Et si jamais le renard il a un accident, bah, on est un peu triste, mais au fond, on oublie ça assez rapidement. Maintenant, si c'est un renard qu'on a apprivoisé, eh ben, c'est plus pareil. Une fois que c'est un renard qu'on a apprivoisé, une fois que c'est devenu notre ami, et bien là, s'il lui arrive quelque chose, on n'est pas content du tout, et là, ça nous fait très très mal. Et c'est un petit peu la même idée que j'ai voulu avoir avec, non pas le renard, mais avec la Terre en entier. Dans le sens où notre Terre, tant qu'on ne la comprend pas, tant qu'on n'essaye pas de la connaître, et bien s'il lui arrive des mauvaises choses, ça nous embête, mais au fond, on l'oublie, et on s'en fiche un peu. Alors qu'une fois qu'on a réussi à la comprendre, une fois qu'on a réussi à l'apprivoiser d'une certaine manière, et bien là, du coup, on a envie de la protéger. Et moi, c'est cette approche-là de la... Je ne sais pas si on appelle ça de l'écologie ou autre chose, mais c'est cette approche-là de notre monde que j'aime bien développer. Dans le sens où je ne dis pas que faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est à chacun de choisir un petit peu la vie qu'il a envie d'avoir. Mais une fois que la Terre est apprivoisée, je pense que de manière naturelle, on fait tout pour la protéger. C'est bien un peu Donc comme dans ça. ce sens-là, il y a un petit quelque chose de Petit Prince, mais c'est une interprétation comme une autre. Oui, tout à fait. D'accord. J'avais vu un peu le parallèle. Justine, on continue à avancer sur le livre, et puis après on passera aux questions scientifiques, parce que je crois que... Mais avance-toi là-bas. Grâce à votre livre, nous avons compris pourquoi le ciel était bleu. Mais pourquoi le bleu du ciel est-il de plus en plus foncé le soir? Pourquoi le bleu du ciel est de plus en plus foncé le soir? Alors, je peux vous faire des petits dessins. Ah bah oui, avec plaisir. On va voir si vous voyez quelque chose. Je dessine vachement bien. Ça, c'était la Terre. Ouais. Ok. D'accord? Et ça, c'est le ciel qui est autour de la Terre. Là. En vrai, c'est beaucoup plus petit. Mais là, je le fais gros pour qu'on voit. Et au-dessus, ici, c'est l'espace.
Donc au-dessus, c'est tout noir. Je vais faire du tout noir. C'est la première fois que je fais des dessins sur Skype. Faut un début à tout. Voilà. C'est tout noir au-dessus, d'accord? Et quand on a le soleil qui est... Alors voilà. On va dire qu'on est... Voilà. On va dire qu'il y a le soleil qui est là. Vous arrivez à voir? Oui, oui. Il y a le soleil qui est là, et puis là, il y a un petit garçon et une petite fille, d'accord? Le soleil, quand il envoie sa lumière, le jour, la lumière, elle va passer à travers l'espace, et elle va rentrer dans le ciel, elle va le remplir de bleu. C'est le soleil qui remplit le ciel de bleu. Mais le soir, le soleil, il n'est plus là. Le soleil, il est là. Le soir, il n'est pas là, parce que je l'ai mis. Ah, il est là. Tu vois? Et quand la lumière, elle vient comme ça. Et du coup, elle va remplir un tout petit peu de bleu ici, mais il y a le noir qui est tout au-dessus qui va apparaître, le noir de la nuit. Et du coup, plus le soleil s'en va, vers l'autre côté de la Terre, plus la Terre, plus la Terre elle va monter par là, plus le soleil il va disparaître, et plus on va voir le noir de la nuit. C'est pour ça qu'au fond, plus les heures avancent le soir, plus le ciel devient noir. Mais si vous regardez bien, vous verrez aussi que lorsque le ciel il est rouge devant vous par ici, et bien il est encore bleu au-dessus de vos têtes. Et ça c'est parce que le soleil il va illuminer en bleu ce qu'il y a tout en haut du ciel, par ici. Même si le ciel est rouge devant vous. Ça on l'avait vu dans une des explications qui est dans le tome 1, oui. Pourquoi le ciel était rouge avec la fréquence des couleurs. Ça il l'avait bien compris je crois. On va passer aux quelques questions scientifiques. Ça en était déjà une celle-là. Nicolas, il est où? Là. Allez, vas-y. Ponce, va poser ta question. Nous savons que vous étudiez, vous écrivez des livres et vous étudiez l'espace, mais en quoi consiste votre métier exactement? En ce moment, ça c'est mon métier, en ce moment il consiste juste à écrire des livres. Et je passe toute ma journée à lire des livres aussi pour les traduire en histoire. Tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur des livres que je lis? Ah bah oui. Ça ressemble à ça. Ah oui, d'accord. Jolie formule. On voit rien du tout. T'as tout compris, Nicolas, c'est bon? Il y a des pages qui sont encore pires que celle-là. Ah ouais? Là, elle est pas mal. Ah ouais. Ça, c'est des formules qui expliquent un petit peu comment marche le monde dans le tout petit bout, au niveau des atomes, au niveau de ce qui nous entoure, au niveau de l'air, au niveau de l'espace et tout ça. D'accord. Et c'est ça que j'essaie de traduire après dans des histoires. Chapeau. Chapeau, C'est ça mon métier. Romain, tu y vas? Cela fait quoi d'être un rare scientifique que les enfants connaissent? Ça fait quoi, pardon? Cela fait quoi d'être un rare scientifique que les enfants connaissent? Ah, ben j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Il n'y a pas que moi qui fait de la science. En fait, ce que j'ai aussi voulu montrer en essayant d'écrire des livres pour les jeunes comme vous, c'est que du coup, vous me connaissez un petit peu, et du coup, vous voyez qu'un scientifique, c'est pas forcément quelqu'un qui a 80 ans et une barbe blanche. Avant d'être vieux, les scientifiques, ils sont jeunes, en fait. Même si on ne les voit pas trop. Il y en a plein. Et je pense que savoir ça, ça peut donner aussi envie à des enfants de faire un peu de la science plus tard. Allez, Malo, est-ce que tu peux te déplacer jusqu'à là-bas? Ok.
blessé. On vous a entendu sur France Inter parler du Big Bang. Comment est-ce possible? Comment est-ce que quoi est possible? Comment est-ce que tu as réussi à entendre ou comment est-ce que le Big Bang est possible? Comment on a réussi à l'entendre? À la radio? Ouais. Alors, apparemment, apparemment, en fait, je crois que c'est ça la question. En fait, apparemment, donc, il nous a parlé qu'il avait, avec son papa, entendu sur France Inter que vous parliez du son du Big Bang que les scientifiques auraient réussi à entendre. Et il se demandait en fait comment c'était possible qu'on puisse entendre encore le son du Big Bang. Alors, c'est pas vraiment entendre. Ah. C'est pas vraiment un son. Hein. C'est plutôt une image. C'est plutôt une sorte de lumière. Mais c'est une lumière qui est un petit peu différente de celle dont on a l'habitude parce que c'est une lumière que nos yeux ne peuvent pas voir. Et il y a plein de lumières que nos yeux ne peuvent pas voir, tu sais. Par exemple, les rayons X, ou les rayons ultraviolets, ou ce genre de choses. Ça, nos yeux ne peuvent pas voir ça. Il y a une autre lumière, par exemple, c'est la lumière micro-ondes. C'est cette lumière-là qui chauffe les aliments que tu mets à l'intérieur d'un micro-ondes, par exemple, d'un four à micro-ondes. Et bien cette lumière-là, on ne la voit pas non plus. Mais on peut fabriquer des appareils qui nous permettent de les voir pour nous et qui transforment cette lumière qui est invisible pour nous en une lumière qu'on peut voir. C'est grâce à des appareils comme ça que les scientifiques ont pu voir cette lumière qui provenait d'il y a très loin, juste au début du Big Bang. C'est de ça dont je parlais dans l'émission sur France Inter. D'accord. Justement, tiens, Thomas, on va poser ta question qui a aussi un rapport avec le Big Bang, justement. Est-ce que la lumière du Big Bang risque de disparaître un jour? Est-ce que la lumière du Big Bang risque de disparaître un jour? C'est ça? Oui. Alors, il faut s'imaginer qu'au fur et à mesure que les années passent, notre univers s'agrandit. Du coup, à l'intérieur de l'univers, la température, elle diminue. C'est comme si si tu chauffes un petit carton, une petite boule qui est comme ça, et que la boule, tu l'ouvres et que tu la mets dans une énorme boule. Et bien la chaleur, elle va se propager et elle va être un petit peu moins chaude. Ou bien c'est comme si tu mets un verre d'eau chaude dans une baignoire d'eau froide. Et bien au final, l'eau va être un tout petit peu plus chaude. Et attends, je vais fermer la porte. C'est bon. Pardon. Pas de souci. Bref, ce que je disais, c'est que notre univers, en grandissant, il avait une certaine quantité d'énergie dedans, et en grandissant, il refroidit. Du coup, cette température, elle ne va jamais disparaître, mais elle va être de plus en plus faible, elle va être de plus en plus basse, et du coup, elle va être de plus en plus difficile à détecter. Et ça va prendre du temps avant qu'on puisse plus la détecter. D'accord. Maxime, tu vas. Vous comprenez, c'est bon là? Ouais. On y reviendra dessus, vous inquiétez pas de toute façon. Nous participons depuis 3 ans à un projet météo. Avez-vous déjà travaillé avec la NASA? Alors non, j'ai jamais travaillé avec la NASA, mais j'ai déjà été invité pour aller voir le décollage de la navette spatiale en Floride. Et ça, c'était génial. Mais j'ai jamais travaillé avec eux directement. D'accord. Déjà assister au décollage, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Petit bout. Allez. Et tu sais, la NASA, c'est un institut parmi d'autres. Par rapport aux instituts de recherche qui existent un petit peu dans le monde entier, il y en a beaucoup d'autres. Et en général, c'est des universités. Sauf que la NASA, ils ont comme but, d'une certaine manière, l'exploration spatiale. D'accord. Dans Le Prince des Nuages, vous parlez de phénomènes climatiques. Est-ce que vous savez pourquoi on a de plus en plus d'inondations, de tornades et de cyclones? Est-ce que je sais pourquoi? Pardon? Est-ce que vous savez pourquoi on a de plus en plus d'inondations, de tornades et de cyclones? Alors pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus d'inondations, de tornades et de cyclones?
plusieurs choses dans ce que tu dis. La première chose, c'est que le réchauffement du climat, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose que l'on mesure et c'est pas du tout quelque chose sur lequel les scientifiques doutent. L'existence du réchauffement, c'est certain. Ce qui est un petit peu plus difficile à voir, c'est quelles sont les conséquences que ça va avoir dans le futur. Mais, en moyenne, ce que les scientifiques arrivent à voir, et ce sur quoi ils sont à peu près tous d'accord, c'est que si la température et tout ça augmente, les phénomènes extrêmes, comme ceux dont tu parles, que ce soit des inondations, des tempêtes et tout ça, devraient être encore plus violents qu'ils n'étaient avant. Pour les cyclones, par exemple, normalement, ils devraient devenir beaucoup plus violents, mais c'est pas du tout dit qu'il y en a plus qu'avant. Ça, c'est des choses qui sont des choses qui sont pas très évidentes à déterminer. Donc, le fait que ça devienne de plus en plus extrême, oui, ça c'est quelque chose qu'on voit, et c'est quelque chose qu'on peut lier au réchauffement de la température. Est-ce que tous les phénomènes vont être plus nombreux? Ça c'est pas dit non. Mais d'une certaine manière, plus il fait chaud, plus tu peux mettre d'eau dans le ciel, plus tu peux mettre de vapeur d'eau dans le ciel, et du coup les nuages vont contenir plus d'eau, et en gros, quasiment tous les phénomènes deviennent plus violents à cause de ce genre de choses. D'accord. Toujours sur les climats, mais après je sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce que le climat que nous connaissons risque de changer? Est-ce que j'ai pas entendu parler plus fort? Est-ce que le climat que nous connaissons risque de changer? Est-ce que le climat risque de changer? Que nous connaissons risque de changer. Est-ce que le climat que nous connaissons risque de changer? Alors non seulement oui, mais c'est sûr qu'il va changer. Parce que le réchauffement de la planète en entier, c'est quelque chose qui va avoir lieu et qui a lieu déjà. Donc oui, ça devrait déjà changer un petit peu. Même si les changements au début sont petits, sans forcément tout le temps, et au bout d'un moment, ça aura peut-être beaucoup changé, mais vu que c'est à base de petit à petit, on ne s'en rendra pas forcément compte. Allez, Ismaël. Est-ce qu'on peut arrêter le réchauffement climatique? Alors, est-ce qu'on peut arrêter le réchauffement climatique tel qu'il a lieu en ce moment? Non. En revanche, est-ce qu'on peut faire en sorte que ce ne soit pas trop grave dans le futur? Oui. Mais je te le dis franchement, il n'y a rien qui montre que les gens font un effort pour changer le réchauffement climatique. Il n'y a pas un adulte qui fait un effort pour que ça change. Et du coup, c'est un peu vous, quand vous serez un petit peu plus grand, qui aurait cette responsabilité de prendre les devants par rapport à ce genre de choses. Parce que aujourd'hui, c'est pas génial ce que les gens font ce que les pays font pour que ça s'arrête de réchauffer comme ça. C'est un peu triste, mais il n'y a pas grand chose à y faire. Et ça ne veut pas du tout dire que demain ce sera une catastrophe. Ça veut juste dire qu'il faut petit à petit essayer de faire en sorte que les mentalités changent un petit peu. Ok. Thomas. Depuis une semaine, on entend parler d'une exoplanète. Est-ce que vous allez l'étudier? Est-ce que je vais l'étudier? Oui. C'est ça la question? Oui, mais l'exoplanète, oui. Alors moi, je ne vais pas l'étudier, cette exoplanète-là. Enfin, je vais la regarder parce que je suis curieux. Mais c'est pas mon travail d'étudier ce genre de planète-là. En revanche, c'est génial, des découvertes comme ça. Et comme je l'ai déjà dit à pas mal d'autres enfants à gauche et à droite, je suis absolument certain que de votre vivant, notre génération de personnes, je vais me mettre dans la même génération que vous, découvrira ou saura qu'il existe de la vie sur d'autres planètes dans l'espace. J'en suis persuadé. On a la technologie qui nous permet de découvrir ça, et je suis persuadé que c'est juste une question d'années pour que ça arrive. Ça peut donner des idées à d'autres écrivains pour d'autres histoires, du coup. Alors là, c'est même pas des histoires pour d'autres écrivains, là, c'est vraiment c'est la réalité. Ah bah du coup, oui.
Jonathan. Ça va passer? Hop là. Grâce à la NASA, on a su qu'il y avait une éclipse lunaire le 15 avril. Cela correspond à quoi? Une éclipse lunaire? C'est ça la question? Oui, elle a eu lieu le 15 avril apparemment. Et, oui, il y en a eu sur les États-Unis. Alors tu sais, les éclipses, c'est pas très compliqué. Je te fais un dessin. Deux fois. Là, tu as le Soleil et la Terre. Ouais. D'accord? Si tu mets la Lune ici, elle va bloquer la lumière du Soleil. Ça va faire de l'ombre, et bien ça nous fait une éclipse du Soleil. Ça fait que si elle est là, la Lune, tu vois, et bien ça va faire de l'ombre, comme ça. Tu vois, là, il y a les rayons du Soleil. Attends. Voilà, il y a les rayons du Soleil, ça fait de l'ombre ici, et toutes les personnes qui sont là sur Terre, eh bien, ils ne voient plus le Soleil parce qu'il est caché derrière la Lune. Et bien ça s'appelle une éclipse de Soleil. Et ce qu'il y a eu aux États-Unis, c'était l'inverse. C'est que la Lune, elle était là, et du coup, il y a les rayons du Soleil qui sont cachés par la Terre, et du coup, il y a l'ombre ici, et tous ceux qui étaient là, ils ne voyaient plus la Lune, parce qu'elle était dans l'ombre. Elle a disparu du ciel. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une éclipse de Lune. C'est bon, Jonathan, t'as compris, ouais? Oui. Ouais. Super. Allez, Florian. On va encore une ou deux questions, après, malheureusement, il va falloir que je vous laisse. Pas de problème. Il reste deux questions, si vous avez 30 secondes. Allez, Deux questions. Allez, Florian, vas-y. En travaillant sur les nuages, pour le projet, on a entendu parler des shale trams. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Vous avez entendu parler des quoi? les shale trams? Les chemtrails. Vous savez, ces fameuses traînées laissées par les avions qui ne seraient pas forcément de la condensation. Écoute, je ne suis pas un expert là-dedans, malheureusement. Je ne peux pas te dire exactement comment ça marche, ça. Bon. Mais je suis sûr qu'avec ton professeur, vous pouvez comprendre ce genre de phénomène. On commence à chercher, oui. Et on avait une dernière question qui fait le lien avec tout ça, en fait, avec votre roman. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que physiquement, ça serait faisable de pouvoir se poser sur un nuage? Alors aujourd'hui, non. C'est complètement impossible. Et on peut envisager... Parce que les nuages, c'est un peu comme les gouttelettes qui traînent autour de vous dans votre salle de bain lorsque vous prenez une douche avec la porte fermée. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'arrivera pas à vivre là-haut en utilisant soit des usines à vent comme dans le livre, soit d'autres techniques qui nous permettraient d'habiter dans le ciel. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est complètement exclu. Bon. Malheureusement, ce serait chouette d'habiter sur les nuages. Oui, ça éliminerait pas mal de soucis. En tout cas, merci de votre disponibilité, parce que là, les élèves sont très très contents. Je vous embête encore juste 30 secondes. Est-ce que vous avez eu le temps, ou est-ce que vous aurez le temps de voir les documents qu'on vous avait envoyés? Vous savez, sur les questionnaires qu'on est en train de créer par rapport au roman. Alors, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais faire ça ce week-end ou le week-end après. Je pourrais y jeter un coup d'œil. D'accord, c'est juste pour nous dire si à votre avis ça correspond bien à l'ambiance du livre. Parce que donc il y a des questions de lecture et il y a des questions scientifiques. Voilà. D'accord, bah c'est gentil, il y a des questions scientifiques et tout. Et alors, dernière chose, j'abuse complètement. Je vous avais mis, on est en train de faire un concours de photos de nuages. Et je voulais savoir si vous pouviez nous envoyer un autographe ou une chose comme ça qu'on puisse remettre au vainqueur, entre guillemets, histoire qu'il y ait un petit quelque chose, quoi. On voit ça ensemble par email. Allez, ça marche. Bon, bah c'est gentil, merci. Oui. Et pour travailler
Mais en tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre temps et bonne continuation. On a hâte de lire la suite. À bientôt. Merci. Au revoir. Eh ben, nickel. J'espère que ça va marcher. Ben, a priori, ça a marché. Bon, vous êtes content? Ouais. Ouais, il est sympa. Hein, pour quelqu'un qui a vendu des millions de livres, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est 10h30. Donc je vais vous autoriser une petite récréation. D'accord, dehors. Là, maintenant, on va passer cet après-midi. On aura le temps. Faites pas trop de bruit. Ah ouais, j'ai oublié. Bah, t'as vu qu'il était un petit peu pressé là quand même. Hein. Il nous a quand même accordé pas mal de temps. Je pense qu'il a 2 ans de moins que moi. Ah, on se laisse prendre. On se laisse prendre hein, parce qu'il est vachement abordable. Et puis, c'est Christophe Galfard, donc c'est un astrophysicien en fait, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Le Prince des Nuages. Pardon ? Vous voudrez un café? Ouais, ouais. T'en occupes, merci. Attendez, je vais. Qu'est-ce qu'il y a ? L'entrée dans la ville de la personne que vous m'avez conseillé demain. Ah oui, bien sûr. Ok, je te le garde, je te le fais passer, d'accord ? Allez, hop, vous sortez, vous sortez. On peut aller Oui, oui, oui.